Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Laboratorio@francesisti.it Laboratorio@francesisti.it Collection dirigée par Maria Grazia Margarito. La collection Laboratorio@francesisti.it réalise une initiative parmi les plus importantes de la Société italienne universitaire des professeurs de langue et littérature française, SUSLLF, le soutien à la recherche de jeunes spécialistes par la publication des études les plus innovantes dans les domaines de la langue et de la littérature française. Citation. Ce qui caractérise les sociétés dites avancées, c'est que ces sociétés consomment aujourd'hui des images, et non plus comme celles d'autrefois des croyances. Roland Barthes, La Chambre claire, 1980. Les révolutions techniques déterminent à plus ou moins long terme les évolutions institutionnelles et mentales. Régis Debray, Introduction à la médiologie, 2000. Présentation. Le volume d'Andrea Cincariol inaugure la collection Laboratorio@francesisti.it, concrétisant une initiative parmi les plus importantes de la Société italienne universitaire des professeurs de langue et littérature française, SUSLLF, le soutien à la recherche de jeunes spécialistes par la publication des études les plus innovantes dans les domaines de la langue et de la littérature française. Le dispositif photographique chez Maupassant, Zola et Séard se penchent sur les relations entre l'image argentique et la parole littéraire dans l'œuvre de quelques auteurs de la fin du XIXe siècle, notamment Maupassant, Zola et Séard. Dès son invention, la photographie, par sa reproduction fidèle et exacte, a marqué une révolution dans les habitudes perceptives de l'homme. Miroir doté de mémoire selon Jules Janin, refuge des peintres manqués selon Charles Baudelaire, l'image est rapidement entrée en relation avec la littérature, créant de nouveaux personnages devenus célèbres, comme Monsieur Carcassonne, le perruquier inexpert que Champfleury transforme en photographe magicien dans la légende du daguerréotype. Elle innove tout aussi bien l'évocation littéraire de la mémoire, du temps et de la mort par une exploration inédite des limites ontologiques et autobiographiques de l'écriture que l'on retrouve, à plus d'un siècle de distance, dans La Chambre claire de Roland Barthes. Entre-temps, la valence purement documentaire de l'image a été complètement dépassée, la complexité sémiotique et culturelle du nouveau médium s'étant imposée comme une évidence. L'étude de Cincariol se situe dans le sillage des travaux sur la photolittérature que Philippe Hortel a entamé depuis 2002, considérant l'influence du modèle esthétique photographique comme une révolution invisible qui conditionne profondément les structures littéraires, à partir de la découverte de Daguerre que François Arago divulgue et légitime dans son célèbre discours à l'Académie des sciences et des beaux-arts en 1839. Dans la littérature à l'ère de la photographie, Philippe Hortel infère, à partir de nombreux exemples échelonnés de Lamartine à Gide, une théorie photolittéraire qui est pour Andrea Cincariol la référence méthodologique par excellence qu'il adopte pour observer la mutation des dispositifs de représentation et leur impact sur l'œuvre des écrivains naturalistes choisis. Par une analyse de l'énonciation littéraire précise, toujours pertinente, bien documentée et riche en suggestions, l'auteur se propose d'illustrer comment l'image photographique s'inscrit dans le texte et de rechercher la configuration du récit qui serait la conséquence de cette nouvelle technique de représentation. Après une brève introduction théorique au système des dispositifs appliqués à la littérature photographique, Andrea Cincariol consacre les 3 chapitres à l'analyse littéraire de détail du modèle photographique dans sa fonction de modélisation du champ littéraire réaliste-naturaliste, ancrant soigneusement l'étude par une réelle prise en considération des données historiques. Le Horla de Guy de Maupassant est l'occasion pour l'auteur de mettre en relation la notion de fantastique avec celle du dispositif photographique. En effet, dans son journal, l'aliéné se propose de visualiser à travers l'écriture l'être surnaturel qui le hante. Les scènes sont révélatrices. La séance d'hypnose pendant laquelle le héros tire de sa poche son portrait photographique que sa cousine, assise devant lui, entrevoit grâce à une carte de visite fonctionnant comme un miroir, et celle de l'absence de reflet dans le miroir qui plonge le héros qui voulait tendre un piège au Horla dans le désarroi le plus profond. Désarroi à part, il n'en reste pas moins que toute la nouvelle est disséminée de marques de la logique de la chambre noire, qui sont mises en relief dans l'étude critique et qui paradoxalement mettent en question le bien fondé du mimétisme photographique.
Andrea Chincariol se focalise ensuite sur Nana d'Émile Zola qui devait incarner, aux yeux du maître de Médan, le corps naturaliste par excellence. Partie à la recherche des transformations du texte en appareil scopique, l'étude interprète le roman zolien comme la répétition d'une même scène de séduction qui constituerait la première émergence de la dimension du désir véhiculée textuellement par le regard. La présence du théâtre dans l'incipit offre à l'analyse des éléments importants, à partir du rideau diaphragme à l'encadrement des personnages dévoilant la pulsion scopique qui caractérise le roman. Les références dans le roman à un atelier photographique que Nana aperçoit d'une fenêtre et aux vitrines luisantes dans la galerie d'un passage parisien, contribuent à mettre en valeur la représentation du corps de la femme par une dissémination massive de son reflet et de son image photographiée qui se transforme ainsi en un corps spectacle totalisant, glorifié par une représentation particulière de la lumière. Henri Séard par contre, dans ses œuvres, anticipe la représentation contemporaine de la photographie qui est contemplée et décrite dans le mécanisme romanesque avec le but d'en disqualifier les fonctions mimétiques de reproduction du monde. Ces deux romans, Une belle journée et Terrain à vendre au bord de la mer, se caractérisent par une analyse psychologique marquée. Selon Andrea Chincariol, le régime de vision qu'Henri Séard met en acte est ambigu, car il vise à dépotentialiser la vision comme compréhension du monde et à faire percevoir au lecteur ce qui se cache derrière les apparences, enfin ce qui ne peut pas être vu. Ainsi l'étude d'Andrea Chincariol nous accompagne-t-elle vers la mise en question de la fonction mimétique accordée habituellement à l'image, anticipant les récits contemporains, où la rencontre entre le scriptural et l'iconique est le lieu de l'impossible exactitude et où la valeur probante inhérente à la photographie laisse la place à une désillusion incontournable, le modèle mimétique se révélant fragile et décevant face aux nouveaux défis modernistes de la représentation littéraire. Valeria Sperti, et le bureau SUSLLF 2010 à 2013. Maria Grazia Margarito, Laetitia Norci-Caggiano, Domenica Iaria, Valeria Sperti, Valerio Cordine, Mario Marcon. Introduction. La découverte de la photographie, que l'on fait traditionnellement coïncider avec la présentation officielle de la technique du daguerréotype aux Académies des sciences et des beaux-arts en 1839, eut un impact considérable sur les habitudes perceptives de l'homme. Pour le dire avec les mots de Charles Grivel, cette image mécanique transforma en très peu de temps et de manière radicale l'idée que nous nous faisons de ce que nous sommes et de la réalité au sein de laquelle nous nous trouvons. Dès 1850, cela est devenu une évidence. La réalité photographique ordinaire est ce de quoi il s'agit. Que ce moyen de reproduction prodigieusement exact et prompt, quasi magique selon certains, révolutionnaire selon d'autres, doté en tout cas d'une propension innée à l'imitation visuelle des choses, que ce miroir doté de mémoire ait affecté l'imaginaire visuel de toute une époque et par conséquent interféré avec les modalités propres à la représentation artistique, cela paraît hors de doute. Selon Paul-Louis Roubert, l'artiste devra dorénavant se frayer un chemin mesurable entre invraisemblance et excès de réalité, la photographie étant devenue la référence, le standard de la véritable exactitude. On se souviendra en outre du renversement de perspective suggéré par Walter Benjamin dans sa Petite histoire de la photographie 1931. La vraie question, selon le philosophe, n'est pas ou n'est plus de penser la photographie comme art, mais l'art comme photographie. Quant à l'art littéraire, qu'en est-il des modalités de relation qu'il entretient avec la photographie ? Remo Cesserani se penche sur la question en mettant sous les yeux du lecteur la richesse de cette relation. Dans son panorama des interactions lettres-photographie, le comparatiste italien se focalise notamment, à l'appui d'un grand nombre d'exemples textuels, sur ce qu'il définit comme un processus d'absorption du langage photographique dans les systèmes métaphoriques de l'imaginaire littéraire. Selon Cesserani, la découverte de Daguerre représenta, aux yeux des gens de lettres, un foyer thématique fécond. Nouveaux personnages, nouveaux objets, nouvelles intrigues. En outre, elle favorisa l'éclosion d'un nouveau champ métaphorique prêt à accueillir les thèmes chers à la littérature, la mémoire, le temps, la mort, aussi bien que le travail de l'écrivain lui-même. Mais le daguerréotype et plus encore la photographie furent aussi au centre d'un plus global et profond, quoique, d'une certaine manière, comme on le verra, peu spectaculaire, renouveau de la pensée autour de la représentation.
Cesserani n'est pas le seul ni le premier à faire ce constat. Dans la perspective socioculturelle adoptée par Pierre Piret, la photographie ne doit pas être pensée comme une invention technique parmi d'autres, mais au contraire comme l'opérateur et le témoin d'une profonde mutation des dispositifs de représentation. Philippe Hortel, quant à lui, montre dans son essai sur les rapports entre la littérature et la photographie au XIXe siècle combien l'image mécanique a changé la façon de voir des artistes et leurs choix esthétiques les plus fondamentaux. Or, comment mesurer la portée de cette mutation des dispositifs de représentation, de ce changement radical dans la manière d'opérer des choix esthétiques? La question n'est pas des plus simples. Objet protéiforme et muet, la photographie a pu pénétrer de manière capillaire les domaines les plus divers. Sciences et arts ont bénéficié de ces atouts. Espace public et espace privé ont été les lieux d'un véritable envahissement d'images photochimiques. Omniprésentes, celles-ci ont été l'objet d'une inflation visuelle qui très rapidement les a rendues transparentes aux yeux du public et des institutions. En ce sens, l'impact sur le fait littéraire de cette révolution invisible, pour reprendre la belle formule de Philippe Hortel, peut apparaître assez difficile à saisir. Les choses se compliquent si l'on considère que l'inscription de l'imaginaire photographique dans une œuvre peut se manifester à des niveaux textuels distincts, celui de l'énoncé, à travers les discours des personnages ou de l'instance narratrice. Celui de l'énonciation, certes plus difficile à saisir mais plus décisif. Ici, la photographie se présente sous la forme de thème. Là, elle joue le rôle de modèle ou de contre-modèle esthétique. Cela peut sembler banal. Ce qui est dit de la photographie ne correspond pas à ce qui est montré ou conçu dans le texte et par le texte, photographiquement. Dans notre étude photolittéraire, nous nous occuperons prioritairement de la seconde de ces deux modalités d'inscription textuelle de l'image photographique, celle qui est relative à l'énonciation romanesque. Or, si dans le premier cas le travail analytique est plus aisé, répertorier une série de motifs et de figures, dans le second cas la tâche est pour ainsi dire plus risquée. Il s'agit en effet de rendre compte d'une éventuelle qualité photographique de l'œuvre, de vérifier si le modèle photographique opère une configuration, ou une reconfiguration, ou une défiguration du texte en évitant autant que possible les dérives métaphoriques de l'analyse. Cela ne va pas de soi. Nous tenons donc pour nécessaire un temps d'arrêt sur les appareils conceptuels, et une mise au point des outils d'investigation textuelle auxquels nous ferons référence. Photolittérature. De la photographie au photographique. Publiée en 1992, la bibliographie de Lambrecht et Salut, Photography and Literature, témoigne d'une prise de conscience que les liens entre la littérature et la photographie constituent un domaine de recherche légitime outre qu'extrêmement riche. Le terme photolittérature apparaît pour la première fois, en France, dans le titre du numéro 210 de la Revue des sciences humaines, publié en 1988. Il désigne, selon la volonté des responsables scientifiques du numéro, Charles Grivel et Hubertus von Amelunxen, les œuvres marquées par un statut hybride de création issu d'un croisement volontaire des pratiques littéraires et photographiques. Le terme connaît une évolution rapide et aujourd'hui il circonscrit, plus généralement, les études historiques et théoriques portant sur les relations entre la photographie et la littérature. Depuis une quinzaine d'années, ces études connaissent un développement remarquable. Cette croissance, soulignent les commentateurs, s'insère dans un mouvement plus général de renouvellement du paradigme critique qui, traditionnellement, sous-tendait les recherches autour du médium photographique. En effet, depuis une trentaine d'années environ, c'est-à-dire depuis le seuil symbolique que représente la publication de La Chambre claire, 1980, de Roland Barthes, on observe une prolifération d'essais de langue française consacrés aux questions photographiques. L'invention de Daguerre a été, pour ainsi dire, libérée des mailles d'un discours axiomatique qui la réduisait à sa nature d'évidence iconique et à la seule fonction probatoire de document. Les spécialistes ont au contraire mis au premier plan la complexité sémiotico-culturelle du nouveau médium. Ainsi la photographie s'est-elle hissée, selon la célèbre formule de Rosalind Krauss, au rang d'objet théorique à part entière, le photographique. Une étude relationnelle. Afin de mieux comprendre l'essor des études photolittéraires, il faut mettre en relief l'avènement d'un autre changement de paradigme critique.
Aux problèmes théoriques inhérents au statut culturel de l'objet photographique, s'ajoutent les difficultés méthodologiques et parfois certains préjugés, auxquels la critique littéraire s'est souvent confrontée lorsqu'il s'agissait d'étudier les rapports entre deux objets, le texte et l'image photographique, qui d'un point de vue sémiotique s'avèrent ontologiquement inconciliables, irréductibles et incomparables. Objets sémiotiques analogiques, continus, simultanés, motivés, spatial et indiciels, tout semble éloigner l'image photographique du texte, ce réceptacle de signes discrets, linéaires, discontinus, arbitraires, différentiels, ordonnés selon un code partagé, le code linguistique, dominé par la dimension temporelle et lié selon un rapport symbolique avec la référence. Une sémiologie de l'image photographique, en d'autres termes l'application des outils linguistiques à l'image, ne pouvait qu'aboutir à l'impasse barthésienne du message sans code. Ces difficultés, et avec elles l'irréductibilité des différences statutaires entre texte et image, s'avèrent cependant non pertinentes si l'on se penche différemment sur l'étude des relations entre le texte et l'image. C'est ce que la critique des dispositifs permet de faire. En recueillant l'apport des sciences de l'information et de la communication et de la médiologie, et en polémique ouverte avec la tradition structuraliste concevant l'objet littéraire comme une forme de représentation décontextualisée et autonome, la critique des dispositifs focalise son attention sur les œuvres actualisées par l'acte de lecture. La question, affirme Philippe Hortel, l'un des théoriciens de ce paradigme critique, n'est plus seulement de savoir ce que dit un texte mais ce qu'il fait concrètement, de sorte que l'analyse poétique s'élargit en amont et en aval du message littéraire. Une telle approche du texte fait abstraction du statut sémiotique des objets considérés, autrement incomparables, comme on l'a déjà souligné, pour privilégier l'analyse des multiples relations qui s'instaurent entre eux et du potentiel créatif de ces relations. Le concept de dispositif est la pierre angulaire de l'approche critique proposée par l'école de Toulouse. Philippe Hortel suggère que tout récit produit un effet dispositif, lorsqu'il thématise et questionne la césure entre ces trois composantes techniques, symboliques et pragmatiques. Dans ses réflexions, ce critique se focalise tout particulièrement sur le niveau organisationnel du texte. L'effet dispositif apparaît dans un récit chaque fois que l'enchaînement narratif des actions montre son conditionnement technique ou matériel, là où il devrait rester invisible. C'est donc au niveau de l'énonciation, là où la machine fictionnelle est en train de se faire, que l'on a des chances de capter la tendance dispositive du récit. C'est pourquoi, dans ses analyses poétiques, il propose de concevoir le dispositif non pas comme l'un des thèmes de la représentation, mais comme une matrice d'action et d'interaction potentielle, concourant à la mise en place de la fiction. Le dispositif est originaire. Il reflète la posture initiale du créateur qui, face à des possibles narratifs, construit l'espace de la représentation. De par son potentiel de cristallisation des instances matérielles, pragmatiques et symboliques, le dispositif photographique se présente comme un puissant élément de mise en marche de la machine représentationnelle. Naturalisme et photographie. Photographie, modèle, antimodèle, recadrage. Nombreux sont les éléments qui mettent en dialogue la poétique réaliste naturaliste et l'image photographique. Le plus évident tout d'abord. L'écriture réaliste naturaliste et la photographie, l'une par sa volonté programmatique, l'autre par les potentialités qui lui sont propres et qui la définissent en tant que technique de reproduction de l'image, sont tournées vers ce que l'on a l'habitude de nommer la réalité et aspirent à en donner la représentation la plus fidèle possible. Ainsi, Paul Alexis répond-il sans la moindre hésitation à l'enquête sur le roman illustré par la photographie menée par André Ibel. Naturaliste, c'est-à-dire amoureux fervent de la vie, enthousiaste de la réalité vraie, mon avis ne peut faire doute. Oui, je suis favorable à l'illustration du roman par la photographie. Image photographique et texte naturaliste opèrent, aux yeux d'Alexis, selon la même modalité de reproduction analogique des choses, en restituant chacun à sa manière, la réalité vraie. Or, même si l'on se limite à une lecture rapide des écrits et des manifestes théoriques des représentants du courant naturaliste, on se rend compte que certaines catégories qui caractérisent leur poétique et leur esthétique empruntent assez souvent leur dénomination au lexique prédominant du discours de l'époque sur l'image et sur l'acte photographique. Reproduction fidèle, fixation de la réalité, détaillisme, impersonnalité et invisibilité de l'auteur,
transparence de la représentation, objectivité, etc. La photographie paraît ainsi fournir un genre de répertoire terminologique inédit, un stock d'images à lire, dirait Philippe Hamon. Ce lexique possède un double avantage. Il véhicule une idée de modernité et donc de rupture avec les traditions poétiques et esthétiques passées. Il est assez flexible pour que chaque écrivain l'exploite à sa manière en fonction de ses idéaux artistiques. Répertoire d'images à lire. La photographie est aussi et surtout à l'origine d'un nouveau stock d'images à voir. L'invention de Daguerre ouvre au public l'horizon de nouvelles visibilités. Il paraît que le cercle des littéraires fut très sensible à cette ouverture. D'un côté, la photographie fixe la trace visible de ce que l'œil humain, par sa faiblesse, ne peut pas percevoir. De l'autre, la circulation de l'image optico-chimique permet pour ainsi dire de voyager et de connaître le monde en restant assis dans son fauteuil. La diffusion massive de l'image photographique, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, déboucha sur la cristallisation d'une nouvelle imagerie collective, porteuse de nouvelles possibilités dramaturgiques et fictionnelles. Ce répertoire d'images est à l'origine d'une imagerie inédite, ainsi que d'un nouvel espace imaginaire à explorer, celui que dessine, pour reprendre la thèse de François Brunet, l'idée de photographie. Or, cette idée catalyse et impose des exigences et des possibilités créatives originales face auxquelles le cercle des artistes ne peut pas rester indifférent. La naissance de la photographie rend manifeste, voire spectaculaire, le poids de la médiation technique dans l'économie de la représentation. À ce sujet, Pierre Piret affirme ceci. Les médias modernes instaurent ainsi un dispositif de représentation inédit qui souligne l'illusion d'immédiateté produite par les médias traditionnels. La photographie matérialise l'écart entre l'expression et la technique, entre la poésie et le progrès, pour reprendre le fameux anathème anti-photographique de Charles Baudelaire. Ce faisant, elle dénonce l'illusion d'immédiateté que produisent les formes de représentation traditionnelles, elle inquiète en d'autres mots, cet effet de réel dont se parlent les esthétiques réalistes de l'époque. Le réalisme, notent les frères Goncourt dans leur journal, naît et éclate alors que le daguerréotype et la photographie démontrent combien l'art diffère du vrai. Ici, on est bien loin de l'enthousiasme un peu naïf de Paul Alexis. Un nombre très restreint de littérateurs ont réfléchi sur les rapports entre la technique et l'expression, entre la médiation et l'effet d'immédiateté. La plupart des auteurs et des critiques se sont limités à adopter l'opinion, très courante à l'époque, et encore aujourd'hui, d'une présence immédiate sur la surface impressionnée de l'objet photographié. Ils ne manquèrent par ailleurs de souligner la coïncidence entre le développement de la nouvelle technique et la naissance, au milieu du XIXe siècle, du courant réaliste en peinture comme en littérature. Cette coïncidence fut très souvent perçue par les écrivains sous la forme d'une concurrence féroce. Reproduction analogique des choses visibles, image de la nature produite par la nature elle-même avec son crayon lumineux, la photographie explorerait le même territoire que l'art réaliste naturaliste et aurait la même aspiration que ce dernier, montrer la nature telle qu'elle est, faire des tableaux complets, peindre le dessous et le dessus. La critique littéraire s'est montrée, elle aussi, particulièrement perméable à ce paradigme concurrentiel, en l'appliquant parfois de manière naïve ou expéditive. Les commentateurs du XIXe siècle ainsi que les contemporains reconnaissent volontiers l'existence d'un rapport privilégié entre la photographie et la poétique réaliste naturaliste. Henri Mitterrand parle d'une alliance consubstantielle entre le roman réaliste et naturaliste et la photographie. Mais le naturalisme, dit-on encore, c'est de la photographie, de la photographie. Criait avec indignation un siècle auparavant un journaliste belge. Les écrivains, quant à eux, ne cessent de se démarquer de ce genre d'analogie et revendiquent l'originalité de leur tempérament et de leurs œuvres. En un mot, ils refusent radicalement le modèle photographique comme modèle de création littéraire. Ainsi, pour citer deux des auteurs qui feront l'objet de notre attention, Guy de Maupassant affirme que l'écrivain réaliste ne se borne pas à montrer la photographie banale de la vie, car le contenu du roman donne toujours une vision de la réalité plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même. Quant à Émile Zola, il s'exprime en des termes proches lorsqu'il réfute la conception de ceux qui voient dans les écrivains naturalistes uniquement des photographes.
Ce rejet du nouveau médium comme modèle esthétique se traduit par une significative rareté du lexique lié à la photographie dans la production réaliste naturaliste. L'absence de toute forme de textualisation de l'objet photographique dans les œuvres fait ainsi écho au discours anti-photographique qui traverse les manifestes théoriques. Bien entendu, ce refus obstiné de se soumettre au modèle photographique ne fait que prouver à contrario sa puissance. Entre l'alliance consubstantielle d'une part, et le refus radical du modèle photographique de l'autre, le champ discursif dans lequel développer une analyse des rapports entre la littérature réaliste naturaliste et la photographie est sous-tendu par un paradoxe sans solution. D'après Philippe Hortel, il faut considérer ce rapport d'attraction-répulsion sous une autre lumière. La notion de cadre de référence permet de résoudre le statut paradoxal du modèle photographique chez les écrivains du XIXe siècle. C'est en tant que cadre de référence global, comme interprétant de la réalité, que le modèle photographique se révèle dans son rôle de modélisateur du champ littéraire réaliste naturaliste. Tout en élaborant son programme esthétique en contrepoint des capacités mimétiques de l'image technique, et en affirmant son originalité dans la représentation du monde, le réalisme littéraire ne peut que se soumettre à ce phénomène de recadrage global que le médium impose à la réalité que la littérature vise à dépeindre. Notre étude photolittéraire a pour ambition d'identifier et d'interpréter les symptômes contradictoires du réalisme littéraire à l'époque de la reproductibilité technique de l'image. Naturalisme et étude photolittéraire. Un état des lieux. À de rares exceptions près, les études photolittéraires consacrées au mouvement naturaliste ont limité leur champ d'action aux œuvres d'Émile Zola. La raison principale de cette attention est sans doute liée à la passion du maître de Médan pour la photographie. Qui plus est, pendant sa carrière littéraire, l'auteur des Rougon-Macquart a consacré un effort considérable à la théorisation du naturalisme. Ces manifestes poétiques font souvent appel à une série de métaphores optiques que la critique a souvent, et à juste titre, attribuées au dispositif photographique. On connaît le contenu de la célèbre lettre de Zola à son ami Valabrègue, 1864, dans laquelle il expose sa théorie des écrans. Selon le maître, l'écran réaliste est un simple verre à vitre, les images le traversent et se reproduisent ensuite dans toute leur réalité. Une reproduction exacte, franche et naïve. L'écran réaliste nie sa propre existence. Cette théorie s'est peu à peu constituée en topo incontournable des études photolittéraires zoliennes. Une large partie de ces études se situe dans la continuité du travail fondateur de John Grant Carteret, Zola en images, publié en 1907, et axé sur une réflexion autour de l'importance de l'image dans la vie et dans l'œuvre de Zola. Après Grant Carteret, François-Émile Zola et Massin, responsables du volume paru en 1979 Zola photographe, figurent parmi les premiers à poser, de manière systématique, la question d'un dialogue possible entre le Zola écrivain et le Zola photographe amateur. Cette question sera l'une des lignes de force des études photolittéraires sur le maître de Médan. Une dizaine d'années plus tard, dans un numéro spécial des Cahiers naturalistes intitulé Zola en images, hommage explicite à l'ouvrage de 1907, Massin reprend la problématique posée dans la publication de 1979. Il souligne ainsi dans ses conclusions. L'œuvre de Zola est tributaire de la photographie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.